À la une, barrage au rond-point du centre spatial guyanais dès 5 h ce matin. Les grévistes du syndicat UTG du centre médico-chirurgical de Kourou se sont fait entendre. Ils ont bloqué l'accès au CSG toute la journée. Une action qui a quasiment paralysé la base spatiale. Les 11 Guyanais partis prêter main forte à leurs collègues d'EDF en Martinique après le passage de Mathieu étaient à pied d'œuvre jusqu'à vendredi dernier. Rejoints par d'autres techniciens de la Guadeloupe, ils sont venus à bout des coupures. Jusque-là, 12 000 foyers étaient encore privés d'électricité. Enfin, le carnaval guyanais repensé, une nouvelle offre touristique devrait bientôt être proposée. C'est en tout cas le souhait du comité de tourisme guyanais. Le point à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette session d'information. Le mouvement s'est donc durci au centre médico-chirurgical de Kourou. Les agents sont en grève illimitée à l'appel de l'UTG et de la CFE-CGC depuis une semaine déjà. Ils réclament entre autres le départ de l'actuelle direction. Après une journée morte menée dans la commune lundi dernier, ce matin l'UTG est passé à la vitesse supérieure. Le syndicat a bloqué le rond-point du CSJ dès 5 h, une action qui a quasiment paralysé la base spatiale. Stéphanie Puglisi et Caroline Alcide. Pour les salariés du centre spatial guyanais, la surprise est de taille ce matin. Impossible de passer le barrage dressé au rond-point Carapa depuis 5 h par les grévistes du centre médico-chirurgical de Kourou. L'arrivée de Bernard Cazeneuve ce soir et le lancement programmé demain ont certainement inspiré cette action. Car après une semaine de grève, les négociations n'ont guère avancé. Et ils n'ont pas souhaité que ça se termine rapidement, ils ont essayé le pourrissement. Parce que je vous rappelle qu'il y a quand même une semaine. Aujourd'hui, ça fait une semaine. Un coup de force qui a plus ou moins paralysé le centre spatial guyanais où était programmé aujourd'hui le transfert d'Ariane 5 vers la zone de lancement. Plusieurs visites ont été aussi annulées hier matin. Si les grévistes ont envahi le rond-point Carapa, ils ont aussi maintenu le piquet de grève au CMCK, laissant passer les urgences. Alors qu'une délégation de grévistes a entrepris des négociations avec la direction par visioconférence, sur le piquet de grève, la population apporte son soutien face à ce que certains qualifient de démantèlement. À l'hôpital de Kourou, je vois des gens de Cayenne, de Montjoly, de Rémire, de partout qui viennent pour se soigner. Et maintenant, on veut fermer les services. Mais on est où? On veut nous remettre dans la brousse. L'hôpital de Kourou. Je sais la valeur de l'hôpital de Kourou. Alors je n'accepte pas n'importe quel individu qui vienne, qui veut nous détruire notre vie, détruire la santé de la Guyane. Les négociations ont duré une partie de l'après-midi et malgré le soleil de plomb, les grévistes gardent leur position. Et nous sommes en communication avec le délégué syndical UTG au CMCK, Denis Zéro. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors les discussions ont été ouvertes avec la direction de la Croix-Rouge qui gère le centre médico-chirurgical de Kourou par visioconférence. Aujourd'hui, qu'en est-on? Pour le moment, les discussions sont toujours en cours. Parce que on a commencé à rédiger, à rédiger un protocole d'accord et que on est sur les derniers points. Alors, ces derniers points, quels sont-ils? Par exemple, le départ de la direction, est-ce qu'il est question de cela? Oui, il y a eu des avancées là-dessus. Là, en ce moment, là, on est en pleine discussion sur 2-3 points. Il reste à modifier. Vous ne nous direz pas ces 2-3 derniers points, c'est ça? Non, mais je pense que on va en parler à la presse à la fin, puisque forcément, il faut qu'on retourne vers les grévistes pour présenter le protocole et en fin de compte, en fonction de s'ils vont vouloir ou pas, ou s'il y a des choses à rediscuter, c'est en fonction de la base. En tout cas, pour le moment, est-ce qu'on envisage d'ores et déjà une sortie de crise, une reprise du travail au CMCK? C'est en chemin, mais pour le moment, comme je vous l'ai dit, c'est pas fini. Il faut qu'on passe devant notre base, puisque nous sommes des négociateurs. Tôt ou tard, il faut qu'on retourne sur les gens qui sont mobilisés pour expliquer et voir s'ils sont satisfaits ou pas. Merci Denis Zéro d'avoir répondu à ces quelques questions. On rappelle que vous êtes toujours en ce moment en négociation avec la direction de Paris. Merci. À Kourou, toujours un autre mouvement social, celui des salariés d'une société privée de sécurité qui se sont mis en grève illimitée ce matin. Les employés déplorent la non-satisfaction de plusieurs points du cahier de revendications remis à la direction à la fin du mois d'août. La question de la formation du personnel et une augmentation salariale posent notamment problème. On écoute le délégué syndical UTG au micro de Caroline Alcide.
Nous avons déposé un cahier de revendication en date du 25 août 2016. Ce cahier de revendication porte 6 points qui nous tient à cœur, 6 points de négociation. Parmi ces 6 points, il y a par exemple le plan de formation que nous demandons à ce que ça soit mis en place, l'évolution de carrière, l'augmentation du salaire général. Ça fait 3 ans que nous n'avons pas eu d'augmentation du salaire, donc raison pour laquelle nous sommes bien sûr en colère, d'autant plus que c'est un métier qui n'est pas facile à exercer par rapport à l'insécurité que règne ici à Kourou. On a mis des négociations, mais jusqu'à maintenant la direction passe toujours à côté de ce que nous demandons. Nous avons demandé une augmentation de 5% par exemple. On nous répond on ne peut pas vous augmenter, par contre on peut vous proposer une enveloppe de 9 000 € à partager avec tous les agents. Nous disons non, c'est pas ce que nous avons demandé. Nous souhaitons vraiment des réponses concrètes. Aujourd'hui, ça fait plus d'un mois que nous sommes dans cette négociation. Il n'y a pas de réponse concrète. Dans le reste de l'actualité, vous le savez, le ministre de l'Intérieur est attendu dès ce soir en Guyane. Eh bien, il sera question de lutte anti-stupéfiants lors de cette visite. Aujourd'hui, la présidente de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et des conduites addictives s'est entretenue avec tous les acteurs concernés. Une première rencontre pour un premier bilan du plan de lutte anti-drogue lancé en 2013 par Bernard Cazeneuve. Les premiers retours lui ont ainsi été présentés. Le phénomène de mule reste le plus préoccupant. Je vous propose de l'écouter. Elle a répondu aux questions de Jonathan Lariot. C'est-à-dire que j'ai constaté que les différents partenaires travaillaient beaucoup plus ensemble, beaucoup mieux, avec des projets qui sont extrêmement dynamiques, intéressants. J'ai constaté aussi qu'il y avait une volonté d'aller davantage au-devant des populations qui ont des problèmes d'addiction. Il y a aussi, de manière très positive, des projets de prévention sur les nouveaux outils qu'utilisent les jeunes qui montrent qu'on sait faire de la prévention avec les outils qui les concernent. Il y a un plan sécurité outre-mer qui a été arrêté par le ministère de l'Intérieur et qui concerne cette problématique. Mais maintenant, on n'en est plus à l'élaboration du plan, on en est à la mise en œuvre. Et ça aussi, je trouve que c'est vraiment, par rapport à ce que j'ai vu il y a 2 ans, un grand progrès, mais ça montre bien que tout le monde s'investit. Alors ce qui est négatif, inquiétant, préoccupant, eh bien, ce sont les mules. Je crois que sur le territoire, on n'a pas peut-être encore pris conscience de la nécessité d'avoir un vrai travail de proximité avec des éducateurs, des travailleurs sociaux, une formation commune à l'ensemble de ces personnels. Donc moi, je souhaiterais qu'on puisse à l'avenir travailler davantage pour le développement du travail social, du travail de proximité. Ne pas plaquer des solutions qu'on rencontre en métropole, mais surtout apporter des solutions qui sont du cousu humain local. Et notez qu'un colloque intercaribéen devrait se tenir sur le thème de la lutte anti-drogue et pourrait aboutir à l'élaboration d'un partenariat renforcé de lutte anti-stupéfiants dans la région. Nous y reviendrons. En bref, à présent, une enquête judiciaire est en cours et les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver le détenu du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly qui s'est évadé hier après-midi. Il avait profité d'une séance de sport pour escalader un grillage. Il s'agit d'un homme originaire du Suriname, âgé de 34 ans, interpellé. Nous reviendrons sur cette information. En tout cas, il avait été interpellé pour de multiples cambriolages. La tempête tropicale Matthew a quitté les Antilles le week-end dernier. Vendredi encore, 12 000 foyers étaient privés d'électricité. Mais la solidarité interrégionale a eu raison de la situation. Vous vous rappelez sans doute de ces agents d'EDF Guyane partis prêter main forte à leurs collègues martiniquais. Eh bien, des homologues de la Guadeloupe ont aussi soutenu les Martiniquais. José Le Chertier a suivi une équipe à Rivière-Pilote. Regardez. Au quartier des Martinières, il reste encore beaucoup à faire. La chute de cet arbre a causé la rupture d'un câble privant d'électricité de nombreux foyers. L'idée, c'était de réalimenter le plus rapidement possible nos clients, puisqu'on a eu 50 000 clients, 55 000 clients pour être précis, privés de courant. Donc on a fait appel à des renforts, puisqu'on a des collègues de la Guyane, de la Guadeloupe, dans le but de rétablir le plus rapidement les réseaux moyenne tension dans un premier temps, pour rétablir le plus rapidement nos clients. Et là, ici? Là-bas, c'est des Martinières parce qu'ils vont avoir une partie du réseau aussi. 11 Guyanais sont venus prêter main forte à leurs collègues martiniquais.
Ils sont répartis sur des zones bien précises en fonction des besoins. On a intervenu principalement sur un réseau haute tension 20 000 volts. Donc on a pu faire les réparations qu'ils nous ont pu fournir. Là, on est sur une deuxième phase d'identification, de remise sous tension. Donc ça veut dire qu'on va renvoyer la tension sur les parties qui ont été réparées et on part sur d'autres zones à réparer, sur des zones identifiées qu'on va faire les réparations et pouvoir réalimenter les foyers, les clients qui sont en attente d'ici avant la nuit. Cet agent semble apprécier le dépaysement. Comparé à la Guyane, pour lui, la Martinique est plus petite, mais pas sans difficulté. Ici, on ne se rend même pas compte quand on est déjà dans une commune à l'autre. J'ai été marqué par la dénivellation du terrain par rapport à chez moi, parce que chez moi c'est plat. Donc il y a ça comme difficulté que j'ai trouvé. Et puis aussi l'accès au réseau. Les portées sont très très longues ici. À 17h, 12 000 clients étaient toujours privés de courant. L'objectif d'EDF, rétablir le courant dans 7 000 foyers d'ici 20h. Après la Guyane et la Guadeloupe, 16 agents encore sont arrivés en fin de journée. Ils interviendront tout le week-end sur les lignes basse tension. On va s'intéresser à présent à la Semaine Bleue dont le coup d'envoi a été donné hier au Palais des Sports du Gosier en Guadeloupe. Comme partout en France, de nombreuses manifestations se tiendront pour tisser des liens entre générations et lutter contre l'isolement des anciens. Aujourd'hui, la ville de Morne-à-l'Eau organise une rencontre à l'école Chazeux. Voyez plutôt ce reportage et on en parle juste après avec notre invité. Mamie, papi, merci pour tous les sacrifices que vous faites pour me rendre heureux. Ils se sont préparés, les écoliers du groupe scolaire Ludge et Marie, à recevoir les aînés de Morne-à-l'Eau dans le cadre de la Semaine Bleue, car chaque collectivité y va de son originalité pour rapprocher les générations. Nous considérons que la société aujourd'hui souffre de liens entre les personnes âgées et les enfants et les plus jeunes. Et donc, l'une des préoccupations du Centre communal d'action sociale cette année, comme elle le fait aussi les autres années, mais cette année spécialement, on a décidé de venir à l'école de Chazeux et de faire se rencontrer ces deux générations. Afin de montrer à l'une et à l'autre comme il est important de partager, l'une apprend et l'autre transmet savoir et expérience. Dans un contexte difficile, nous avons besoin d'être ensemble, de vivre ensemble. Voulez-vous danser, grand-mère? Les enfants ont préparé des chants, ils ont écrit des mots qui étaient très personnels sur leurs grands-parents et ils ont aussi préparé des poésies. Finalement, dans une société comme la nôtre, on voulait un peu voir ce que représente un grand-parent pour un enfant. Donc on a eu en fait toute une variété d'idées des enfants. Finalement, il parle beaucoup d'amour dans ces mots. Oui, voilà. Alors, on a vu que vraiment le lien essentiel, finalement, de la personne âgée, pour l'enfant, c'est vraiment l'amour et l'espèce de bonheur qu'il apporte. Et pour moi, c'était essentiel. Essentiel pour ces enfants d'exprimer leur amour et pour les anciens d'en faire des adultes de demain. Ce sont nos représentants de demain, les enfants. C'est eux qui remplacent nous, à apprendre eux. Dans la vie, il faut faire un choix de tout temps, même chambre. Et même puis il y a rien encore des personnes qui moi, même papa moi, mais toujours les choix, toujours là, il faut faire les choix. Choisir les biens, choisir la bonne voie. Pas quand 12 ans, 13 ans, où Jacques a fumé joint, où Jean doit, gardez-moi, à 99 ans. En partie en bon état de ça, mais en partie en mauvais état de ça, on peut raisonner bas. Des aînés bien présents pour parler d'un passé où tout cela n'existait pas. Avec un rien, ils construisaient leur jouet, leur bonheur, un pan de vie que les enfants ont pu découvrir avec un plaisir immense. Une belle journée pour resserrer les liens.
Pour parler de cette semaine bleue, nous recevons ce soir la conseillère territoriale déléguée aux personnes âgées, Émilie Ventura. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a vu, le thème national retenu cette année, c'est à tout âge, faire société. Alors, c'est très intéressant, mais dans une société comme la nôtre en Guyane, où l'indicateur de jeunesse est 5 fois plus élevé que dans l'Hexagone, avec 6,1 jeunes de moins de 20 ans pour une personne âgée de plus de 60 ans, sans parler des problématiques de chômage et de délinquance qui pèsent autour de cette jeunesse. Comment faire pour prendre mieux en compte les Gangans en Guyane? Oui, comme vous dites, c'est vrai que la Guyane est une société très jeune, mais nous devons quand même anticiper pour les personnes âgées. Et la CTG, justement, avec le président Alexandre, nous avons cette année décidé d'innover et prendre en compte un peu plus, aller au-devant des personnes âgées. Donc cette année, dans le cadre de cette semaine bleue, nous avons décidé d'aller à la rencontre des personnes âgées et d'aller les écouter, d'aller tout simplement échanger, parler avec eux. Et le thème de notre semaine bleue à nous, c'est le mieux vieillir et le vivre ensemble dans une société en pleine mutation. Et on connaît justement la multiplicité de notre société guyanaise, donc il faut en tenir compte. Alors 13 millions de retraités en France, la Guyane en comptait près de 10 000 au 31 décembre 2015. Sur le site officiel de la Semaine Bleue, l'événement se dit la Semaine Bleue, 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire. Et 7 jours pour le dire. Voilà. Que restera-t-il de ces 7 jours dans le reste de l'année? Alors déjà, prendre en compte ces 7 jours, comme je vous dis, aller au-devant des personnes âgées. Nous avons innové cette année en allant aujourd'hui à Maripasoula, j'en reviens tout juste. Et jusqu'ici, justement, les personnes âgées avaient vaguement entendu parler de cette semaine bleue, donc il a fallu aller vers eux et leur expliquer les choses. Donc il y a eu l'intervention de nombreux partenaires de la CTG, leur expliquer qu'on peut vieillir dans une société justement en pleine mutation, mais en pratiquant une activité sportive avec des intervenants comme Madame Lucie Blaisès, directrice de la cohésion sociale et de la direction des sports, voilà, qui a parlé justement de toute cette activité sportive avec tout un staff de sportifs, de personnes qui l'ont accompagné pour pratiquer cette activité sportive, montrer à ces personnes âgées qu'on peut vivre le plus longtemps possible en pratiquant une activité sportive. Ces personnes âgées, justement, se sentent-elles impliquées? Est-ce qu'elles ont envie de sortir pour pratiquer des activités sportives, culturelles? Absolument. Et justement, on se rend compte que dans le cadre de cette semaine bleue, justement, nous avons, comme je vous dis, nous avons innové, nous voulons aller à la rencontre des personnes âgées. Nous avons, sur tout le territoire, nous avons d'abord commencé à Maripasoula. Demain, ce sera une rencontre intergénérationnelle autour d'un thème bien précis. Je vous dis, le mieux vivre, le mieux vieillir et le vivre ensemble dans une société en pleine mutation, avec des intervenants autour d'une table ronde, avec un jeune, avec sa vision actuelle, un jeune Lénaïque Adam, conseiller territorial, avec une vision à lui. Comment faire justement pour vivre avec les personnes âgées, et puis un échange avec des jeunes et des personnes âgées. Pourquoi pas mettre en place un système de rencontre entre la jeunesse et les personnes âgées en dehors de cette semaine bleue, évidemment, parce que finalement, les jeunes d'aujourd'hui sont les personnes âgées de demain. Nous y attelons, justement. Nous disons que, justement, nous ne devons pas rester seulement dans le cadre de cette semaine bleue. Il faudrait que nous innovions autre chose. Et le président Alexandre y tient, justement, il dit qu'il ne souhaite pas que, justement, les personnes âgées restent sur le carreau par indifférence, justement, avec cette société en pleine mutation, pas par la faute des jeunes, parce que nous connaissons le problème économique, sociologique, où les jeunes sont obligés de se délocaliser pour aller à la recherche du travail tout simplement, et oublient un peu les personnes âgées, oublient leurs gangans, leurs potomitans, on dit les potomitans, les cellules même de la
les potomitans de la cellule familiale, oui voilà, de la cellule familiale qui nous apportent leur savoir, leur savoir-faire, et les jeunes en partant oublient justement que ces personnes âgées restent à domicile et ont besoin d'eux, comme eux, ils ont besoin des conseils de ces personnes âgées. En tout cas, le prochain rendez-vous, c'est donc demain au campus Troubiran à Cayenne, toute la matinée. Merci beaucoup, Émilie Ventura, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, mais on pourrait en dire beaucoup. Et bien sûr, il y a de quoi dire, mais on va devoir poursuivre malheureusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Un mot de sport à présent à Saint-Laurent. Les 13 régates du Nereid Rally sont arrivées à Bonport samedi. La course avait débuté le 5 septembre au départ de Trinidad en passant par le Guyana avant de rejoindre la Guyane. Des coureurs de toute nationalité étaient en lice, dont 2 Français. Elsa Gonzalez. Au loin, à l'horizon, les premiers mâts apparaissent. Ce n'est qu'aux alentours de 17h30 que les bateaux arrivent au port de Plaisance. Il leur a fallu presque un mois pour faire la traversée de Trinidad et Tobago jusqu'à Saint-Laurent du Maroni. Au départ, il y avait 17 participants, mais seulement 13 sont finalement arrivés au bout de la course. Une course difficile et éprouvante pour ces jeunes participants novices dans la navigation. Ça s'est pas du tout bien passé. En fait, la première partie, en fait, c'est un parcours qui est contre le vent, contre le courant, donc ça demande beaucoup au bateau. Et donc on a perdu le moteur, on a la baume, c'est le truc qui tire la grand voile qui est tombé, on a eu que des avaries. Mais sinon c'est l'aventure, quoi. C'est vraiment une aventure en plus d'arriver en Guyane, au Guyana, dans la jungle, etc. C'est un peu l'aventure. C'est un peu challenging parce qu'on est vraiment contre le vent et on est vraiment à naviguer au plus près du vent, donc très gité. Donc c'est vraiment pas très confortable, surtout sur notre bateau qui est un petit bateau, le plus petit bateau en fait de tous les bateaux qui font la course. Donc c'était pas hyper confortable. On a mis 6 jours, mais on était bien contents d'arriver. Mais ça a été une navigation challenging, mais qui nous a appris pas mal de choses. Il y a 3 ans, ce rallye en était à ses débuts avec 6 bateaux participants. Cette année, 17 voiliers étaient en course. Un challenge réussi pour l'association Les Amis du Nereid Rally. L'idée, c'était toujours de faire montrer à les gens que c'était possible de venir au sud, spécialement pendant la période cyclonique dans le Caraïbe. C'est le temps idéal pour venir au sud, que ça fait saison sec, et je voudrais montrer à les gens que c'était une possibilité de venir au sud. Les 13 bateaux vont séjourner une semaine encore au port de Plaisance, de quoi ajouter au charme du fleuve le Maroni. C'est le défi audacieux lancé par le comité de tourisme de Guyane, proposer une offre globale aux visiteurs pendant la période du carnaval et ce, dès janvier prochain. Pour ce faire, le comité a rassemblé ce matin plusieurs intervenants du secteur pour tenter d'établir ensemble un chemin touristique. Voyez plutôt le reportage de Jonathan Lariot. Le carnaval guyanais se prépare et même avec 6 mois d'avance. Ce matin, différents acteurs du monde carnavalesque guyanais se sont réunis autour d'une table afin de réfléchir à un carnaval plus rayonnant pour la prochaine édition. Ce produit carnaval fait partie de notre schéma régional de développement. Les gens entendent vraiment qu'il y a un carnaval qui existe en Guyane, même aux Antilles par exemple, mais n'ont peut-être pas forcément la possibilité de venir. C'est là toute la problématique et c'est ensemble que nous allons voir comment effectivement proposer un package à des touristes pour venir lors de ce carnaval. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'on propose de vrais packages, c'est toute l'activité économique qui en bénéficie. Le carnaval devrait et doit être un réel atout touristique pour la Guyane. La conclusion est sans appel. Le carnaval devrait apporter un avantage économique à la Guyane. Ici, il n'est plus question de parler du carnaval comme d'un simple événement, mais d'un produit à proposer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de travail de collaboration, de politique tarifaire attractif, de la construction d'un package, d'un produit touristique réellement axé sur le carnaval par exemple, il faut que les touristes quand ils viennent en Guyane soient pris en main, c'est-à-dire que de la location de la robe pour entrer dans les dancing, etc., il faut qu'ils soient accompagnés de bout en bout. On ne peut pas les laisser, débrouillez-vous, vous allez chez Nana ou chez Paulina, puis débrouillez-vous pour louer la robe. Il faut vraiment qu'il y ait un travail de collaboration avec des personnes qui louent les robes, qui fassent par exemple des tarifs groupes, les hôteliers pareil pour la période de carnaval pour qu'ils puissent faire un tarif intéressant, les compagnies aériennes principalement également faire des tarifs intéressants pour que justement on en fasse un produit attractif. Ça commence aussi par là. Une mission assez ambitieuse dans laquelle veut se lancer le comité du tourisme. À 5 mois du carnaval, la difficulté est de taille pour quelque chose qui ne s'est jamais fait auparavant.
Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. Ce barrage au rond-point du centre spatial guyanais dès 5h ce matin. Les grévistes du syndicat UTG du centre médico-chirurgical de Kourou se sont fait entendre. Ils ont bloqué l'accès au CSG toute la journée, une action qui a quasiment paralysé la base spatiale. Les 11 Guyanais partis prêter main forte à leurs collègues d'EDF en Martinique après le passage de Mathieu étaient à pied d'œuvre jusqu'au week-end dernier. Rejoints par d'autres techniciens de Guadeloupe, ils sont venus à bout des coupures. Enfin, le carnaval guyanais repensé, une nouvelle offre touristique devrait bientôt être proposée. C'est en tout cas le souhait du comité de tourisme guyanais. Il a invité des partenaires du secteur pour évoquer sa mise en place à l'horizon 2017. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas, dans un instant l'info nationale et internationale. Puis vos programmes continuent sur Atari Guyane. Très bonne soirée à vous. À demain.